Le vol MH370 de la Malaysia Airlines, autrefois un vol de nuit de routine reliant Kuala Lumpur à Pékin, a échappé à toute détection pendant plus d'une décennie, devenant un mystère captivant qui a piqué la curiosité du monde entier. La disparition de cet avion est le fait de l'homme. Un avion transportant à la fois des passagers et un équipage peut-il vraiment disparaître sans laisser de traces discernables? A-t-il été englouti par les profondeurs impitoyables des océans, dissimulé par la main de la nature? Ou s'est-il empêtré dans un réseau de conspirations et d'intrigues? Personne ne sait où il se trouve, mais on en sait beaucoup plus sur ce qui s'est passé. Les enquêtes entourant ce mystère aérien déroutant sont aussi vastes que l'étendue infinie du ciel lui-même. Où est-il? Nous ne savons pas où il est, nous le cherchons. Actuellement, une série de révélations récentes font surface, laissant entrevoir où se trouve potentiellement l'avion disparu. Rejoignez-nous pour explorer ces nouvelles découvertes et conjectures concernant le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Le vol MH370 était un vol international régulier de passagers effectué par Malaysian Airlines. Il était à destination de Pékin, la capitale de la Chine, avec plus de 200 passagers à bord, dont des personnes rentrant dans leur pays d'origine ou se lançant dans des voyages passionnants vers des pays étrangers. Le manifeste des passagers comprenait 227 personnes originaires de 14 pays différents, ainsi que 12 membres d'équipage d'origine malaisienne, de 14 pays différents, ainsi que 12 membres d'équipage d'origine malaisienne. Ce groupe diversifié a commencé son voyage le 8 mars de l'année 2014. Le vol MH370 a commencé son voyage depuis l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie précisément, à 6 heures du matin minuit, embarquant pour ce qui était initialement prévu comme un vol de routine, couvrant une distance d'environ 5 570 km en environ 5 heures et 34 minutes, à destination de Pékin. Cet événement inattendu a rapidement attiré l'attention de la population mondiale. Le vol a été piloté avec brio par le capitaine Zahari Ahmed Shah et le copilote Farik Abdulhamid, à bord du Boeing 777-200ER, un avion de pointe réputé pour ses mesures de sécurité et sa technologie avancée, conçu pour les voyages longue distance. Alors que le vol s'élevait dans le ciel nocturne, tout semblait se dérouler selon les protocoles standards. Malheureusement, il a soudainement disparu des écrans radars alors qu'il parcourait sa route prévue de Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014, laissant derrière lui une énigme déroutante. De récentes révélations et théories scientifiques ont depuis jeté un nouvel éclairage sur l'incident du vol MH370, promettant de remodeler considérablement notre compréhension de cet événement tragique et de fournir des informations approfondies sur le déroulement des événements. Numéro 15. De nouveaux indices émergent des signaux radio. Dans une découverte révolutionnaire qui a retenu l'attention des experts de l'aviation du monde entier, un indice potentiel sur la disparition déroutante du vol MH370 pourrait avoir fait surface. De nouvelles recherches menées par Richard Godfrey, le docteur Hans Kurtz et le professeur Simon Maskel ont apporté un regain d'optimisme quant à la résolution de cette énigme persistante. Le rapport complet de 299 pages, dévoilé mercredi avec beaucoup d'impatience, suggère un emplacement possible de l'épave disparue, située à environ 1560 km à l'ouest de Perth, en Australie. Cette révélation est née de l'application innovante d'une technologie de radioamateur connue sous le nom de rapporteur de propagation de signal faible. Au cours des 3 dernières années, cette technologie a été perfectionnée pour devenir un puissant outil d'investigation. Les chercheurs expriment leur confiance dans leurs découvertes, les considérant comme de nouvelles preuves crédibles. Leurs conclusions sont en harmonie avec les analyses menées par Boeing et les évaluations de dérives effectuées par l'Université d'Australie occidentale sur des débris découverts dans l'océan Indien. Voici l'essentiel de son fonctionnement. Sur des débris découverts dans l'océan Indien. Voici l'essentiel de son fonctionnement. Lorsqu'un avion comme le MH370 traverse un signal radio-amateur ou une liaison WSPR, il perturbe ces signaux. Ces perturbations sont méticuleusement enregistrées dans une base de données mondiale. En examinant 125 de ces perturbations de signal, l'équipe de recherche a retracé la trajectoire de l'avion pendant plus de 6 heures au-delà de ses dernières communications radio,
qui ont eu lieu vers 18 heures. Ces données convaincantes ont été combinées avec des informations provenant des satellites Boeing et Inmarsat, ainsi qu'avec une analyse de la dérive. Le résultat a été la détermination précise du lieu du crash. Selon les chercheurs, leurs efforts collectifs ont permis de reconstituer une représentation complète du lieu du crash. Selon les chercheurs, leurs efforts collectifs ont permis de reconstituer une représentation complète des dernières heures du vol MH370. L'avion malchanceux a été redirigé vers les eaux étendues de l'océan Indien, succombant finalement à l'épuisement du carburant après que sa dernière transmission de signal ait dépassé minuit. Jeffrey Thomas, rédacteur en chef d'Airline Ratings, a expliqué les subtilités de la recherche impliquant l'utilisation de la technologie et des mathématiques avancées. Essentiellement, les signaux radioamateurs qui encerclent le globe depuis 2009 ont joué un rôle central dans cette découverte. En revisitant le passé et en appliquant leur perspicacité scientifique, les chercheurs ont reconstitué la trajectoire de vol du vol MH370, les conduisant à un endroit situé à 1500 km à l'ouest de Perth. En ce qui concerne l'avenir, si le vol MH370 est localisé, l'avion restera probablement intact dans son lieu de repos sous-marin, en raison des conditions difficiles du fond marin. Cette révélation représente une avancée significative vers la résolution de l'une des énigmes les plus déroutantes de l'aviation, offrant de l'espoir aux familles et aux experts qui cherchent des réponses depuis près d'une décennie. Numéro 14. La connexion déconcertante de Caesar avec le ciel. Dans le cas déroutant du vol MH370, après sa disparition du radar, il a étonnamment maintenu une communication sporadique avec un satellite stationnaire positionné dans l'océan Indien pendant une durée continue de 6 heures. Ce satellite appartenait à Inmarsat, une société basée à Londres. Cet échange intrigant suggère que l'avion n'a pas été confronté à un événement catastrophique soudain. Au contraire, il semble avoir continué à voler à une vitesse et une altitude élevées pendant ces 6 heures. Cela a été rendu possible parce que des systèmes de communication spécifiques à bord, notamment l'équipement des passagers, la technologie du cockpit et les rapports de maintenance automatisés ont été intentionnellement désactivés ou déconnectés. L'interaction avec le satellite Inmarsat ressemblait à des signaux faibles et intermittents. Au total, il y a eu 7 cas de connexion. 2 ont été initiés automatiquement par l'avion et 5 par la station terrestre d'Inmarsat. De plus, 2 appels téléphoniques par satellite ont été passés, mais malheureusement, aucune réponse n'a été reçue du côté récepteur. Néanmoins, ces appels ont fourni des détails supplémentaires sur la situation. La plupart de ces communications étaient associées aux 2 valeurs qu'une entité ou un système appelé EMA avait récemment commencé à enregistrer. Numéro 13. Un schéma de vol déroutant. Les données radar récupérées dans les bases de données du contrôle aérien, en conjonction avec des informations classifiées de l'armée de l'air malaisienne, ont dévoilé une séquence d'événements suite à la disparition du vol MH370. Après sa disparition soudaine du radar, l'avion a exécuté une manœuvre inattendue vers le sud-ouest avant de réorienter son cap au-dessus de la péninsule malaise et de contourner l'île de Penang. Il a ensuite poursuivi sa trajectoire vers le nord-ouest, traversant le détroit de Malacca et cessant finalement d'être enregistré sur les écrans radars au-dessus de la mer d'Andaman. Cette phase du vol a duré plus d'1 heure, ce qui suggère un écart par rapport aux détournements conventionnels ou aux incidents précédemment documentés impliquant des actions liées au pilote. L'enquête sur l'incident du MH370 a d'abord conduit les autorités vers des voies imprévues et inconnues. L'énigme entourant le MH370 a fait l'objet d'une enquête prolongée, a suscité un intérêt mondial intense et a profondément affecté des familles du monde entier. L'idée qu'un avion très perfectionné, équipé d'instruments modernes et de systèmes de communication redondants, puisse disparaître sans laisser de traces semble peu plausible. Effacer définitivement un email s'avère une tâche difficile, et s'isoler complètement du monde moderne est pratiquement impossible, même lorsque cela est entrepris délibérément. Le Boeing 777 est conçu pour maintenir une connectivité électronique ininterrompue, ce qui fait de la disparition de l'avion l'objet de diverses conjectures. Si certaines de ces hypothèses peuvent paraître farfelues, elles attirent l'attention en raison de la rareté des disparitions d'avions commerciaux à l'ère actuelle.
Malgré les désaveux rapides des autorités malaisiennes et les tentatives de l'armée de l'air malaisienne de créer la confusion, la vérité concernant la trajectoire de vol particulière de l'avion a commencé à émerger rapidement. Numéro 12. Les données Doppler qui ont tout changé. Dans un développement remarquable, des techniciens de Londres ont utilisé les enregistrements de décalage Doppler pour découvrir une révélation extraordinaire: la localisation précise d'un avion. Cet événement révolutionnaire s'est produit à Marseille, plus précisément à 2h40 du matin. L'avion, qui devait initialement suivre une trajectoire linéaire, a défié les attentes en exécutant un virage important vers le sud. Ce moment charnière s'est produit au-dessus de Sumatra, l'île la plus septentrionale de l'Indonésie. Malgré certaines incertitudes analytiques, les experts postulent que l'avion a poursuivi son voyage vers l'Antarctique bien au-delà de sa portée prévue. 6 heures plus tard, les données Doppler ont révélé une descente soudaine et abrupte, remarquablement 5 fois plus rapide que la vitesse de descente habituelle. Quelques minutes après le franchissement du 7e arc, l'avion a tragiquement plongé dans l'océan. Cette chute vertigineuse, la descente a pu entraîner la perte de composants de l'avion avant l'impact. Des preuves électroniques suggèrent fortement qu'il s'agissait d'une catastrophe imprévue et non d'un amérissage planifié. L'avion a semblé se désintégrer presque instantanément, mais le lieu et la cause précis de l'impact sont restés insaisissables. Les interprétations des satellites, manquant de corroboration physique substantielle, ont laissé l'énigme sans réponse. L'analyse des données techniques suggère que l'avion a probablement viré vers le sud. Cette inférence est solidement étayée par le deuxième paramètre, enregistré par Inmarsat, appelé valeur Doppler. Ce paramètre revêt une importance primordiale car il mesure l'altération de la fréquence de l'avion par rapport à la position du satellite lors d'un mouvement rapide. Il s'agit d'une méthode courante de communication par satellite des avions pendant les vols. Pour assurer une communication transparente, les systèmes des avions anticipent et compensent ces décalages de fréquence. Cependant, la précision peut être compromise, en particulier lorsque les satellites plus anciens ne transmettent pas systématiquement les signaux prévus par l'avion. Des facteurs supplémentaires tels que l'inclinaison orbitale et la température du satellite peuvent également influencer les signaux transmis, introduisant potentiellement des fluctuations perceptibles dans les données. Numéro 11. Les débris insaisissables. Les données récupérées par satellite ont révélé une révélation notable. L'avion avait poursuivi son vol pendant plusieurs heures, même après avoir perdu la communication. Finalement, les autorités malaisiennes ont confirmé l'exactitude de cette information. Le gouvernement malaisien, qui avait la réputation d'être secret et peu fiable pendant l'enquête sur l'avion disparu, a suscité des soupçons, notamment à la lumière des allégations de corruption dans la région. La situation est devenue tumultueuse pour les enquêteurs de l'aviation venus d'Europe, d'Australie et des États-Unis. Ils ont rencontré des difficultés en raison de la non-divulgation d'informations cruciales et des efforts de recherche initiaux mal orientés en mer de Chine méridionale. Cela a conduit au résultat malheureux de ne découvrir aucune épave flottante. Si les autorités malaisiennes avaient été directes dès le début, l'identification des débris aurait pu aider à déterminer la localisation générale de l'avion, facilitant peut-être la récupération de ces données de vol et des enregistreurs de conversation du poste de pilotage. La quête de ces enregistreurs s'est finalement étendue à une partie éloignée de l'océan, bien que l'océan lui-même soit vaste. Il a fallu 2 ans pour retrouver des enregistreurs similaires provenant d'un incident précédent, celui du vol Air France 447, malgré une idée claire de l'endroit où chercher. Il a fallu près de 2 mois de tentatives infructueuses avant de déplacer les recherches vers les zones océaniques plus profondes. L'exploration de surface est officiellement tombée sous la juridiction de la Malaisie en avril 2014. Cependant, la capacité de cette dernière était insuffisante pour une opération de recherche et de récupération en haute mer. Heureusement, l'Australie, reconnue comme un acteur mondial responsable, a assumé un rôle de leadership. Elle a pris en charge les zones de recherche identifiées grâce aux données satellites. La profondeur importante de l'océan et le territoire inexploré posaient un défi unique. La cartographie précise du terrain subaquatique était l'impératif initial, car c'est seulement alors que les véhicules sonars avancés pouvaient être remorqués en toute sécurité sur de longues distances sous la surface de l'océan.
Numéro 10. La disparition calculée. Un aspect intrigant suggère que cet incident n'a peut-être pas été un simple hasard, mais plutôt un événement méticuleusement orchestré. La trajectoire atypique du vol, dépourvue de toute communication électronique, défie toute logique simple, comme les dysfonctionnements techniques ou les erreurs humaines. Les explications traditionnelles, englobant des facteurs tels que des problèmes informatiques, des problèmes avec les systèmes de contrôle, des obstacles environnementaux comme la glace, la foudre, les collisions d'oiseaux, et même des incidents extrêmement rares comme les impacts de météorites ou les nuages de cendres volcaniques, peinent à élucider le parcours complexe suivi par le vol. Il est remarquable que l'éventail de complications mécaniques et humaines imaginables, allant des capteurs et équipements radio aux instruments et systèmes électriques, ne parviennent pas à rendre compte de manière exhaustive de l'écart délibéré par rapport à la trajectoire prévue. Même les scénarios impliquant des circonstances potentielles, comme un incendie, de la fumée, une perte de pression soudaine dans la cabine, des explosions dans la zone de chargement, ou l'incapacité du pilote à piloter l'avion, ne parviennent pas à dévoiler le récit complet sous-jacent à cet événement énigmatique. L'absence d'exemples antérieurs, impliquant des pilotes désorientés, des crises médicales ou des menaces extérieures, telles que des explosifs ou des actes d'agression, renforce encore le mystère entourant cet événement. Numéro 9. La théorie déroutante de Mike sur l'incapacité des passagers. Mike, un ingénieur électricien expérimenté et membre estimé d'un consortium de recherche indépendant, réside à Boulder, dans le Colorado. Son dévouement inébranlable l'a incité à se plonger dans une analyse des données radars concernant un avion. Après un examen minutieux, Mike croit fermement que pendant un virage, l'altitude de l'avion a atteint une étonnante altitude de 40 000 pieds, approchant sa capacité opérationnelle maximale. Une telle manœuvre aérienne aurait soumis les passagers à des forces gravitationnelles importantes, les pressant fermement contre leur siège. Mike a émis l'hypothèse que cette ascension était une action intentionnelle, potentiellement destinée à induire une dépressurisation rapide, conduisant à l'incapacité rapide et à la mort malheureuse de tous les passagers à bord. Sa théorie impliquait également que cette dépressurisation délibérée pourrait avoir été une stratégie pour gérer un comportement potentiellement indiscipliné pendant le vol prolongé. Les effets de la dépressurisation seraient dépassés inaperçus dans la cabine, car les masques à oxygène de secours standard sont conçus pour fonctionner efficacement pendant seulement 15 minutes à des altitudes inférieures à 13 000 pieds. Cependant, à l'altitude de croisière considérablement élevée de 40 000 pieds, les passagers auraient rapidement perdu connaissance sans montrer de signes d'asphyxie. Par conséquent, ils seraient restés assis, le visage masqué par des masques à oxygène désormais inefficaces, avec un éclairage de secours éclairant faiblement la cabine. En revanche, le cockpit est équipé de 4 masques à oxygène pressurisé, spécialisés capables de fournir de l'oxygène vital pendant plusieurs heures. Masques à oxygène, capables de fournir de l'oxygène vital pendant plusieurs heures. Alors que l'avion accélérait à près de 965 km/h, il est apparu comme un point énigmatique sur les systèmes radars primaires se dirigeant vers l'île de Penang. À proximité, la base aérienne de Butterworth abritait une flotte d'avions de chasse malaisiens, F-18, et un système radar de défense aérienne de pointe. À la grande surprise de Mike, il n'y eut aucune réaction notable de la part de ses agents vigilants. Alors que son enquête acharnée se poursuivait, Mike devint de plus en plus perplexe face au manque d'attention déconcertant affiché par le radar de défense aérienne et les avions de chasse. Le poids de ces découvertes pesait lourdement sur son esprit, alors qu'il envisageait les profondes implications que ces découvertes pourraient avoir pour la sécurité aérienne en général. Numéro 8. Les subtilités du contrôle du poste de pilotage du MH370. Contrairement à la perception commune, le contrôle de l'avion ne provenait pas d'un endroit éloigné situé sous la cuisine, avant abritant l'équipement électrique. Au contraire, il était administré directement depuis l'intérieur du poste de pilotage. Cela s'est produit entre 1h du matin, lorsque l'avion avait atteint une altitude de 35 000 pieds, et 1h21 du matin, lorsqu'il a cessé d'être détecté sur le radar secondaire. Au cours de ces 20 minutes, le système automatique de rapport d'état de l'avion a transmis consciencieusement sa mise à jour de routine au service de maintenance de la compagnie aérienne par satellite environ toutes les 30 minutes.
Cette mise à jour comprenait des détails concernant le niveau de carburant, l'altitude, la vitesse, les coordonnées géographiques et toute irrégularité. La transmission indiquait que le système de communication par satellite de l'avion était opérationnel pendant ce temps. Compte tenu de la faible probabilité d'une conspiration des deux pilotes, il est plausible qu'au moment où l'avion a disparu du radar secondaire, l'un des pilotes était soit incapable de voler, soit décédé, soit enfermé hors du cockpit. Le radar primaire a identifié la présence d'avions militaires et civils. L'enquête ultérieure a suggéré que le pilote du MH370 avait probablement débrayé le système de surveillance automatique. Numéro 7, entre les mains du commandant de bord. Dans le cas déconcertant de la disparition du MH370, une autre théorie concerne le rôle potentiel du commandant de bord. Serait-il possible que le commandant de bord ait pris le contrôle sans recourir à la coercition physique? Bien que déconcertante, une telle idée n'est pas sans précédent, comme le démontrent des exemples historiques. Par exemple, en 1997, le commandant de bord de Silk Air, une compagnie aérienne singapourienne, aurait désactivé des enregistreurs de vol critiques sur un Boeing 737 avant de le faire s'écraser intentionnellement dans une rivière à grande vitesse. De même, en 1999, le copilote du vol 990 d'Egypt Air a délibérément écrasé son avion dans la mer près de Long Island, entraînant la mort tragique de tous les occupants. De plus, à peine un mois avant l'incident du MH 370, le commandant de bord du vol 70 de Mozambique Airlines a tragiquement écrasé son avion à haute altitude, entraînant la perte de toutes les âmes à bord. Un autre exemple troublant est celui de l'Airbus de la compagnie allemande Wings, qui s'est écrasé intentionnellement dans les Alpes françaises le 24 mars 2015, entraînant la perte de tous les passagers et de l'équipage. Dans ce cas, le copilote, Andreas Lubitz, a enfermé le pilote hors du cockpit pendant qu'il s'occupait de ses affaires personnelles. Les enquêtes ont révélé que Lubitz était aux prises avec une détresse émotionnelle et avait déjà mené des recherches sur la disparition du MH370 un an plus tôt. Néanmoins, il est difficile d'envisager la possibilité de l'implication du copilote dans l'incident du MH370. Il a été décrit comme un jeune homme optimiste, impatient de se marier. Il n'existe aucune preuve documentée de conflit personnel ou de doute concernant son bien-être émotionnel. De plus, il n'était pas un pilote allemand travaillant pour une compagnie aérienne low cost en difficulté, avec une rémunération modeste et un prestige limité. Au contraire, il pilotait le prestigieux Boeing 777 dans un pays où la compagnie nationale et ses pilotes jouissaient d'une grande considération. Numéro 6. Dans l'ombre de l'isolement. Au milieu des inquiétudes croissantes, l'attention se concentre désormais sur le capitaine Zahari, une figure officiellement saluée comme un pilote exceptionnel et un père de famille calme qui prenait plaisir à utiliser des simulateurs de vol. Malgré l'image projetée par sa famille, il est essentiel de ne pas négliger les signes évidents de stress qui n'ont pas été traités. Les forces de l'ordre ont découvert des aspects de la vie de Zahari qui méritent une enquête plus approfondie. Malheureusement, les conclusions ultérieures n'ont pas permis de révéler pleinement l'ampleur de la situation. Une évaluation de la capacité de Zahari à gérer la pression liée au travail a donné des résultats positifs, et il n'y avait aucun cas antérieur d'indifférence, de malaise ou d'irritabilité dans son comportement. Ses routines quotidiennes, ses relations sociales et ses défis familiaux n'ont montré aucun changement significatif. Il n'y avait aucun signe comportemental observable, indiquant un retrait des interactions sociales, des écarts par rapport à ses routines habituelles ou des changements dans ses intérêts. Les jours précédant le vol, Zahari semblait bien habillé et calme sur les images de vidéosurveillance. Il a conservé ses manières habituelles, même si le rapport officiel ne correspondait pas à ce que nous savons de lui. Il était seul depuis le départ de sa femme, passant de longues heures seul entre deux vols. Il avait des sentiments pour une femme mariée et de jeunes mannequins sur les réseaux sociaux, mais ses tentatives pour entrer en contact avec elle étaient infructueuses et parfois inappropriées. Sa vie a pris un tournant difficile, s'éloignant de sa vie autrefois stable. Une utilisation excessive des réseaux sociaux a peut-être aggravé son isolement, et les experts pensent donc qu'il souffrait de dépression clinique.
Le FBI a trouvé dans son simulateur une trajectoire de vol qui ressemblait à celle du vol MH370, mais les enquêteurs malaisiens ne se sont pas concentrés sur cela, ce qui est déroutant. Ces détails dressent un tableau plus complexe de la vie du capitaine Zahari, montrant une lutte au-delà de ce que les gens ont vu à la surface. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés du jour. Les experts en aviation ont peut-être trouvé où repose le vol MH370. Dans une découverte passionnante, les chercheurs dirigés par Richard Godfrey, le docteur Hannes Kutz et le professeur Simon Maskel ont publié un rapport de 299 pages avec de nouveaux indices sur la disparition de l'avion en 2014. Ils ont utilisé une technologie radio appelée Weak Signal Propagation Reporter. Cette technologie suit les signaux des avions comme le MH370. En étudiant 125 interruptions de signal, l'équipe a suivi la trajectoire de l'avion pendant plus de 6 heures. Ils ont combiné cela avec les données de Boeing et les satellites ont finalement permis de localiser le lieu du crash à 1500 km à l'ouest de Perth. Il semble que l'avion ait dévié de sa trajectoire et soit tombé en panne sèche après son dernier signal. Il pourrait être difficile de retrouver le vol MH370 en raison de la profondeur de l'océan. Cette découverte est un grand pas vers la résolution de ce mystère vieux de 10 ans, apportant de l'espoir aux familles et aux experts. Dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de vous montrer. Numéro 5. Flight Simulator ou note d'adieu. Victor Ianello, un entrepreneur créatif de Roanoke, en Virginie, a acquis une renommée notable en tant que membre éminent d'un groupe indépendant. Il s'est récemment concentré sur l'enquête sur les vols simulés, en particulier sur la trajectoire du vol MH370 de la Malaysia Airlines, qui a curieusement échappé à l'examen des enquêteurs malaisiens. L'intérêt particulier d'Ianello réside dans la gestion non conventionnelle de la trajectoire simulée du vol MH370 par le capitaine Zahari. Plutôt que de le traiter comme un vol continu, le capitaine Zahari a choisi de faire progresser la simulation par étapes en ajustant manuellement les niveaux de carburant et en effectuant des sauts brusques, ce qui a entraîné la disparition mystérieuse de l'avion de la simulation. Ce comportement particulier a conduit Ianello à croire fermement que Zahari a peut-être joué un rôle central dans la séquence des événements. Il est essentiel de noter qu'il n'y avait aucune condition technique préalable pour que le capitaine Zahari utilise un simulateur grand public semblable à un jeu Microsoft à cette fin. Cela a éveillé des soupçons chez Ianello, l'amenant à proposer une hypothèse unique. Le vol en simulateur aurait pu être une façon peu conventionnelle pour le capitaine Zahari de faire ses adieux, un peu comme s'il laissait derrière lui une traînée de miettes de pain. Bien que les motivations précises derrière les actions de Zahari restent une énigme, Ianello souligne l'imprudence de rejeter le vol en simulateur comme une simple coïncidence. Du point de vue d'Ianello, ce vol en simulateur non conventionnel revêt une importance considérable pour démêler le récit complexe entourant la mystérieuse disparition du MH370. Essentiellement, il donne un aperçu de l'état d'esprit potentiel du capitaine Zahari et de son implication dans la séquence d'événements qui ont abouti à cet incident déconcertant. Numéro 4. Une nouvelle perspective sur le sort du MH370. L'historien respecté Norman Davis présente une notion étroitement liée à ce contexte. Il propose l'idée que les opérations de l'avion auraient pu être compromises à distance et par la suite redirigées vers un lieu inconnu. Davis avance l'hypothèse que des individus bien versés dans la cybertechnologie auraient pu exploiter les mesures de protection conçues pour éviter une répétition des attaques terroristes du 11 septembre. Ces mécanismes de protection ont permis de contrôler les avions à distance. Plus précisément, la technologie à laquelle il fait référence est le pilote automatique sans interruption de Boeing Honeywell, qui est largement exposé dans son ouvrage intitulé « Sous un autre ciel », un voyage mondial dans l'histoire. L'existence d'une telle technologie introduit la perspective troublante d'un scénario alternatif. Davis spécule que l'avion aurait pu transporter du fret sensible ou du personnel en route vers Pékin, ce qui en ferait la cible non pas d'une, mais de 2 tentatives d'enlèvement distinctes. Étant donné l'absence de réponse définitive, Davis estime raisonnable de se lancer dans des conjectures sur cette question. Selon son hypothèse,
la séquence des événements aurait pu impliquer le détournement initial de l'avion à distance par un cyberagresseur pour le détourner vers la base navale américaine située à Diego Garcia, dans l'océan Indien. Par la suite, un autre pirate informatique ou un opérateur à distance aurait pu prendre le contrôle de l'avion pour contrecarrer sa progression vers la destination prévue. Numéro 3. Les cartes satellites et le mystère du MH370. En septembre 2019, lors de l'enquête sur la localisation de l'avion disparu, MH370, un producteur vidéo britannique du nom d'Ian Wilson a avancé une hypothèse innovante. Il a postulé que l'avion avait peut-être rencontré son sort dans un endroit reculé de la jungle, ce qui rendait sa récupération redoutable. À l'aide de cartes satellites, Ian a porté son attention sur les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et est tombé par hasard sur un objet qui ressemblait à un avion, situé au plus profond de la jungle cambodgienne, à environ 60 miles à l'ouest de Phnom Penh. Les images capturées montraient l'avion coincé contre une pente de montagne à un angle oblique. Malgré la découverte de certains composants de l'avion du MH370 dans l'océan Indien, seuls quelques-uns ont été définitivement attribués à l'avion disparu. Par conséquent, le scepticisme persistait quant à la notion d'un crash océanique. Ian et son frère Jackie ne se sont pas laissés décourager par ces incertitudes et ont décidé de se lancer dans une expédition dans la jungle pour enquêter sur leur découverte. Leur voyage a néanmoins été semé d'embûches et leurs guides ont été contraints de battre en retraite en raison du terrain périlleux. Les frères sont néanmoins restés résolus dans leur conviction quant à la véracité de leur découverte. Le lieutenant Tim Macmillan, expert en aviation, a noté que l'objet ressemblait effectivement à un avion. Bien qu'il paraissait trop petit pour être un Boeing 777, le modèle de l'avion MH370. Par la suite, les experts ont déterminé de manière concluante que l'épave n'appartenait pas au MH370, mais plutôt à un avion entièrement différent. Numéro 2. Exploration. D'autres explications ont été avancées pour expliquer la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Une théorie suggère qu'il aurait été abattu par erreur lors d'un exercice militaire conjoint mené par la Thaïlande et les États-Unis en mer de Chine méridionale, qui aurait coïncidé avec la disparition de l'avion. Cette hypothèse postule qu'une mauvaise communication, des problèmes techniques ou une erreur humaine pourraient avoir conduit à cet incident malheureux. Un ancien directeur d'une compagnie aérienne française, Marc Teguen, a affirmé avoir observé des images satellites d'avions non identifiés à proximité au moment de la disparition. Il a également mentionné avoir reçu des menaces qui l'ont poussé à abandonner cette théorie, indiquant peut-être un cas d'erreur d'identité. Un autre scénario spécule que le vol MH370 aurait été ciblé par erreur par l'armée d'un pays, sous l'impression qu'il s'agissait d'un avion hostile ou suspect. Cette confusion pourrait être due au fait que l'avion a dévié de sa route prévue, a perdu la communication ou a ressemblé à un autre avion. Nigel Cawthorne, un écrivain britannique, a même évoqué la possibilité que des avions de chasse américains et thaïlandais aient abattu le MH370, craignant qu'ils ne se dirigent vers leur base militaire sur l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien. Cawthorne s'est également demandé si le fret sensible ou le personnel à bord attirait une attention ou une hostilité injustifiée. Des théories du complot plus complexes suggèrent que la chute du MH370 faisait partie d'une opération secrète orchestrée par un acteur étatique à des fins politiques ou stratégiques. Ce plan complexe pourrait impliquer de créer une diversion, de blâmer une autre nation ou d'acquérir clandestinement des objets de valeur de l'avion. Gisela Watrolou, une parente française de l'un des passagers, a affirmé que l'armée de l'air américaine avait abattu le MH370 pour saisir du matériel électronique destiné à la Chine, et qu'une dissimulation mondiale avait été organisée pour dissimuler la vérité. Néanmoins, ces théories se heurtent à plusieurs défis et critiques. Elles manquent de preuves concrètes et de motifs clairs pour un abattage, ce qui rend difficile la vérification de ces affirmations. Aucune preuve définitive de la présence d'un missile ou d'un avion de chasse à proximité du vol MH370, ni de l'intention d'un quelconque acteur étatique de l'abattre, n'a été apportée. Les images satellites et les menaces anonymes présumées n'ont pas été confirmées par des sources officielles. De plus, orchestrer le tir sur un avion civil
puis le dissimuler nécessiterait une coordination et une autorisation étendue, entraînant de graves conséquences juridiques. Maintenir une conspiration aussi importante sans fuite ni dénonciateur est hautement improbable. Par conséquent, la validité de ces théories reste incertaine. Numéro 1. Cargaison secrète, passager mystérieux. Au milieu des enquêtes en cours, une théorie intrigante suggère qu'un passager aurait pu détourner l'avion en secret, parvenant à monter à bord sans être détecté. Ce concept a attiré l'attention alors que les enquêteurs enquêtaient sur la mystérieuse disparition de l'avion. Leur examen a révélé un ajout inhabituel au manifeste de vol, une cargaison mystérieuse pesant 14 stones, soit l'équivalent de 196 livres. 14 pierres, soit l'équivalent de 196 livres. Monsieur Ghislain, qui avait un intérêt personnel avec sa femme et ses enfants à bord, a révélé que les enquêteurs français ont révélé cette surprenante révélation sur la cargaison dans un rapport complet couvrant les passagers et leurs effets personnels. Pour ajouter à la complexité du puzzle, Monsieur Waterloo, qui soutient l'idée d'une interférence délibérée, a souligné la révélation par le journal français La Parisienne d'un conteneur surchargé à bord du vol. Néanmoins, les motifs derrière cet événement déconcertant restent flous. Pour compliquer encore les choses, on a découvert qu'un chargement non identifié de 89 kg avait été ajouté subrepticement au manifeste de vol après le décollage. Notamment, le conteneur dépassait les limites de poids autorisées pour des raisons qui sont actuellement inconnues. La raison derrière ces actions, qu'elles soient dues à l'incompétence ou à la manipulation, reste un sujet d'incertitude. Au fur et à mesure que les enquêtes progressent, les Malaisiens devront inévitablement faire face à ces questions déroutantes. L'expert en sécurité aérienne Tim Termini donne de la crédibilité à la théorie du détournement, affirmant que des preuves substantielles soutiennent cette possibilité. Dans ce contexte, 4 scénarios potentiels émergent. Le détournement pourrait avoir été orchestré par un membre de l'équipage, un passager clandestin non conventionnel, ou même une prise de contrôle à distance des systèmes électriques de l'avion. Cependant, Philippa Baum, une figure éminente de la sécurité aérienne, appelle à la prudence, soulignant la réticence des autorités à envisager l'hypothèse d'un passager clandestin. Faites-vous confiance aux récits officiels de la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines ou croyez-vous aux théories alternatives? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.